Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Bienvenue à nouveau pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Alors, vous êtes aujourd'hui près de 390 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube. On vous remercie énormément de cette fidélité, de cette constance et du fait d'être chaque semaine plus nombreux à suivre nos émissions, nos programmes. Je rappelle aussi qu'il y a l'application que vous pouvez télécharger sur votre portable dans laquelle vous pourrez voir tous nos documentaires, nos reportages de par le monde sur la guerre en Ukraine, sur l'Afghanistan, sur le Liban, également sur la Syrie. Notre nouveau reportage, puisque nous sommes rendus en Syrie, voilà, je vous le conseille. Il y a plein de choses, donc allez voir aussi cette application. J'en reviens au grand entretien. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Bernard Pinatel. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Le général Pinatel. Alors, je vais vous faire une petite présentation, même si je crois que c'est la première fois que vous venez sur Omerta, si mes souvenirs sont Oui, exacts. absolument. Je suis abonné depuis longtemps, depuis le Voilà, et début, ben, mais on corrige une erreur. On est ravis de vous avoir, Jean-Bernard. Alors, je vais vous présenter parce que vous savez, quand je dis général, les gens sont habitués aussi à voir pas mal de ce qu'on appelle des généraux de plateau. Et alors, les généraux de plateau, vous savez, c'est ceux qui vous expliquent ce qui va se passer, ce qu'il y a dans la tête de Poutine sur LCI et autres, souvent avec quelques inexactitudes, on dira. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que bien peu d'entre eux ont jamais d'ailleurs connu le combat ou comment accompagner leurs hommes ou alors très peu de temps et ensuite ils ont fait carrière dans les divers états-majors. Vous, au contraire, vous êtes un des rares généraux à avoir connu la guerre. Vous avez été blessé en Algérie, un pays dont on parle beaucoup aujourd'hui, dans une guerre dont on parle encore beaucoup, qui a été la guerre d'Algérie. Vous avez été blessé dans les Aurès. Vous avez dirigé des hommes sur le terrain. Alors c'est très intéressant et vous avez raconté tout ça dans plusieurs livres, mais je vais en citer deux. L'Esprit guerrier, déjà, qui a été publié chez Ballant. Et puis, sur le conflit en Ukraine, puisqu'on va quand même essentiellement parler de ça, vous avez écrit Ukraine, le grand aveuglement européen, titre qui est on ne peut plus d'actualité. Et donc, je recommande ces deux ouvrages. Voilà. Je vais commencer par une question toute simple. Hier, il y a eu un coup de fil dont tout le monde a entendu parler entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Tout simplement, qu'est-ce que vous en avez pensé? ce que j'allais penser, c'est que Trump avait besoin d'une concession. C'est évident. Beaucoup plus que Poutine. Et donc, très habilement, Poutine, qui a quand même détruit pratiquement Hmm. toutes les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, eh ben, a concédé un cessez-le-feu sur les, euh, les industries énergétiques. Donc, ça donne un os à ronger à Trump. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est dans le commentaire qu'a fait Trump, c'est qu'il dit on va démarrer des négociations immédiates sur la mer Noire et le Moyen-Orient. Et ça correspond absolument à ce que je dis et j'écris, c'est que pour Trump, il y a trois besoins immédiats d'un accord, pas peut-être immédiat, mais d'un besoin d'un accord avec Poutine. Le premier, c'est évidemment l'Ukraine, mais l'Ukraine, il faut vous rappeler que pour Poutine, pour Trump, il y a deux menaces essentielles, c'est la Chine et l'islam radical. Et sur la Chine, un accord, il y a les BRICS et il y a le risque d'une zone non dollar. Et effectivement, s'il arrive à détacher la Russie de la Chine, eh bien, c'est quelque chose qu'il vise avec l'accord sur l'Ukraine. La deuxième chose, c'est l'islam radical. Et donc, c'est pour ça qu'il soutient complètement Israël, qui pour lui est une base avancée occidentale de lutte contre l'islam radical. Et le problème qu'il a aussi avec Israël, c'est l'Iran. Quand vous allez, je reviens d'Israël, quand vous allez en Israël, on vous dit on a 7 fronts et le front qui dirige les autres, c'est l'Iran. Hmm. Donc là encore, l'Iran fait partie des BRICS. Les liens entre la Russie et l'Iran se sont renforcés pendant cette guerre. Il espère, en obtenant un accord sur l'Ukraine qui sera favorable
à Poutine, il ne faut pas se faire d'illusions, eh bien, il peut régler, il peut favoriser la diminution de ces deux menaces, en tout cas celle contre Israël et face à la Chine. Alors justement, est-ce que c'est pas une façon justement cette volonté de Trump de régler un certain nombre de problèmes et de conjurer certaines menaces et finalement de réorienter la géostratégie américaine, est-ce que finalement c'est pas, un gros avantage aujourd'hui pour Poutine? Alors il y a le fait que sur le terrain, ses armées, sont à l'offensive et ce sont elles qui avancent, même s'il n'y a pas d'effondrement du front ukrainien, sauf peut-être à Koursk, le week-end dernier, où là, les Ukrainiens se sont retirés de cette portion de Russie qu'ils contrôlaient. Mais finalement, on remarque que Trump fait beaucoup de concessions et que Poutine, finalement, l'infrastructure électrique, c'est une miette, hein, c'est un tout petite Oui, concession. on est tout à fait d'accord. Celui qui en a le plus besoin, c'est Trump. Parce que la politique, il faut quand même bien comprendre que la politique étrangère de Trump et du mouvement MAGA est une réorientation complète de la politique des démocrates. Les démocrates et les néoconservateurs voulaient, y compris jusqu'à la fin de Biden, maintenir la primauté des États-Unis sur le monde. Mm. Pour Trump et le gouvernement MAGA, ils refusent cela, d'être les gendarmes du monde, et ils veulent en revenir à cette notion du 19e siècle qui était des zones d'influence. Et pour les États-Unis, aujourd'hui, la zone d'influence des intérêts vitaux, ça va de Panama au Groenland en passant par le Canada et l'Alaska, et la zone d'influence va en Europe, mais pas l'Union européenne, les pays européens, moins une zone tampon euh, avec la Russie. Mm. Zones tampons qui ont existé au 19e siècle. Et dans le Pacifique, ça va dans le Pacifique jusqu'à tous les pays maritimes qui englobent la Chine. Il a dit durant son campagne qu'il n'avait encore pas négocié avec aucune des organisations, mais avec tous les pays les uns après les autres. Et d'ailleurs, on peut se poser des questions sur Taïwan. Mm. Voilà, dans Mm. la notion de zone d'influence. Mm. Voilà la vision globale. D'ailleurs, il a commencé déjà à transférer le Marine Corps, dont une partie était en Méditerranée, vers le Pacifique. Donc, pour lui, c'est tout à fait clair que le MAGA, la Russie, il faut détacher la Russie de la Chine. Mm. Et il a critiqué pendant toute sa campagne Biden, qui avait jeté la Russie dans les bras de la Chine, alors que la Russie, et je sais si j'ai été jusqu'à Krasnoyarsk, donc on se méfie en Russie des Chinois, parce que sur les 5200 km de frontière avec la Chine, d'un côté, dans la Sibérie, il y a moins d'un habitant au kilomètre carré, de l'autre côté de la frontière, il y a 200 habitants au kilomètre carré. Donc, les Russes passent leur temps à reconduire à la frontière les migrants clandestins que les entrepreneurs russes utilisent pour couper les arbres, Mm. etc., dans la Sibérie. Je voulais votre avis sur un paradoxe, c'est-à-dire au moment où Poutine et Trump discutent, où il y a négociation, puisqu'il n'y a pas que Poutine, hein, il y a aussi Marco Rubio, il y a évidemment toute l'équipe, tous les conseillers internationaux de Trump et de Poutine. Enfin bref, il y a plusieurs, il y a eu plusieurs rounds de négociations. Tout ça a commencé à Riyad, ça s'est poursuivi à Istanbul. Ensuite, Steve Witkoff s'est rendu à Moscou. Bref, tout ça paraît très construit, très progressif. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on est quand même assez étonné que les deux grands négociants, on va dire, les deux grandes puissances, on assiste chez nous, notamment par le biais de notre président, on va dire, avec ce ton à la fois belliqueux et en même temps
une véritable stratégie de la peur. Je prends le dernier exemple en date avec ce kit de survie. Alors, on nous explique que ce n'est pas lié exclusivement à la guerre en Ukraine, mais enfin, chaque Français va recevoir un kit de survie. Et je peux vous dire que j'ai discuté avec des personnes âgées et elles sont inquiètes. Les gens sont inquiets. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de nous faire croire que la guerre va arriver sur notre sol, alors que, en réalité, si les Américains et les Russes discutent autour d'une table, il y a quand même très peu de chances qu'il y ait une guerre, que la Russie envahisse l'Europe, par exemple. On sait bien quand même, depuis le temps qu'on a Macron comme président, on sait bien qu'il fait de la com. Bon, or, si vous voulez, j'ai servi directement le président Giscard, j'ai servi indirectement, puisque directement quatre ministres de la Défense, à l'époque notamment où Mitterrand était au pouvoir et pendant la cohabitation Chirac, ouais, jamais ces présidents, on était en pleine guerre froide. On a été même dans les années 80-82, quand je Oui, commandais un régiment en Allemagne, dans une crise des fusées considérable. oui, Ils bien n'ont sûr. jamais diffusé de kit. Quoi. Mm, Donc, si vous voulez, on est, il est, je ne peux pas dire autre chose. Moi, je suis un vieux soldat, si vous voulez, il est totalement ridicule. Pour moi, c'est un homme de communication qui a jamais mis le pied sur le terrain et qui, avec des conseillers, n'a qu'un but, c'est d'essayer d'améliorer son image, qui n'est pas très très bonne. Et deuxièmement, il a un projet dont personne ne veut, à part lui et quelques petits pays, c'est de créer une Europe fédérale. mm. Voilà, et c'est simplement, si vous voulez, quand il nous dit, par exemple, je vais envoyer des troupes en Ukraine, il oublie qu'on fait partie de l'organisation militaire intégrée et qu'on n'en a pas le droit, Mm, et que le chef de l'organisation militaire intégrée est un Américain. mm. Donc, il faut d'abord qu'il nous retire de l'organisation militaire intégrée, et là, je le féliciterai de le faire, parce qu'avec notre dissuasion nucléaire, si vous voulez, qui était crédible dans les années 80 et qui est encore plus crédible aujourd'hui, si vous voulez, on est le seul pays qui ne risque pas d'être attaqué par la Russie. Mm. Parce que, si vous voulez, quand j'étais directement travaillé pour Giscard, l'objectif qu'avait donné Giscard pour nos forces nucléaires, c'était de pouvoir détruire 70% des capacités industrielles de la Russie. Mm. Donc, si vous voulez, on est, je rappelle qu'un un seul sous-marin nucléaire est capable d'envoyer 1000 têtes Mm. d'une puissance de l'ordre de 100 kT et à des endroits différents. Un seul sous-marin Je nucléaire. crois qu'on est à 500 fois la bombe d'Hiroshima par SNL. Voilà, Ouais. voilà, oui, oui, 1000 fois la bombe Mm. d'Hiroshima. Mm. 1000 fois. Ouais. Donc, si vous voulez, on est crédible. Mm. Alors, on est d'autant plus crédible avec le loulou qu'on a à la présidence, ou alors, Mm. si vous voulez, on ne sait pas s'il est clair ou pas clair du matin au Mais soir. mais quand il parle de menace, d'ailleurs il a utilisé le terme qui, à mon avis, est un peu quand même excessif, de menace existentielle. Est-ce que vous admettez qu'il existe une menace russe, qu'il y a des interférences, qu'il y a de l'espionnage, ou est-ce que vous pensez qu'il n'y en a pas plus que d'habitude? C'est ça Alors, bon, qu'il n'y en ait pas plus que d'habitude, c'est évident. Mais si vous voulez, il faut distinguer ce que nous, militaires, et disons, on analyse toujours l'ennemi, non pas sur ses intentions, mais sur ses capacités. Oui, mais je veux dire, Il est évident. Jean-Bernard, pardon, Oui. je veux dire, vous êtes ancien militaire, mais vous êtes encore connecté avec des gens qui sont d'actifs. Que vous disent-ils? Quel est leur état d'esprit par rapport à ça? Je suis connecté par un réseau Telegram à pas mal Hmm. d'anciens parachutistes Oui, bon, et de gens qui sont aujourd'hui, puisque j'ai créé les forces spéciales, donc vous hmm. comprenez, les forces spéciales, ils sont allés en Ukraine, tout ça. Bon, moi, je suis un petit peu au courant de tout Oui, ça, mais non, mais tous, si vous voulez, font leur boulot. Ils sont là, ils sont des professionnels, ils font leur boulot, mais ils n'en pensent pas moins. Ils n'en pensent pas moins. Si vous voulez, on a, on a quelqu'un qui n'a jamais était capable d'endosser le costume de président de la République. Voilà. Donc, mais en ce sens-là, il est dangereux. Il se sent dangereux. Mais les Russes, pour les Russes, pour les Américains, ils rigolent, quoi, si vous voulez. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens d'être dangereux classiquement. hmm. Aujourd'hui, nos unités ont 3 jours de consommation d'obus. Pour vous dire, quand ils vous parlent d'économie de guerre, parce que
Hmm. Mon Vous en savez un doctorat petit est peu, sur l'économie et défense. Quand il parle vous d'économie de connaissez guerre, un rayon. euh, on est, on est capable de produire aujourd'hui, allez, je vais faire un gros truc, 30 000 obus de 155 par an. Hmm. Vous savez combien la France en produisait au moment de Verdun? Donnez-moi un chiffre. Je ne sais pas, des millions, non? 300 000 par 300 000. jour. Vous voyez, j'étais, ouais. Par jour. Ah oui, en effet. Donc voilà, là on était à l'économie de guerre. Alors la différence entre euh, une économie qui sert la guerre, alors c'est le cas de la Russie où le PIB est de l'ordre de 5,5 et 6%, Hmm. et nous où il n'a jamais bougé depuis 2022, si vous voulez, alors on met de l'argent qui était prévu dans la planification militaire, mais on n'a pas modifié d'1 euro la planification militaire qui était prévue depuis 2019 Hmm. durant cette guerre. Et en même temps, on a prélevé des Mirages, on a prélevé des chars, on a prélevé nos obus. Donc, nous, on n'a que 2 divisions, il faut rappeler. Et ces 2 divisions comportent une brigade parachutiste et une brigade alpine qui n'ont rien à faire Hmm. là-bas en Russie, sauf pour aller dans les gazoducs Hmm. comme ont fait les Russes. Ouais. Voilà. Donc, non, mais si vous voulez, pour des gens sérieux et qui connaissent, moi, je suis analyste stratégique depuis 50 ans. Hmm. Donc, j'ai travaillé pour l'armée et j'ai travaillé pour tous les grands présidents du CAC 40 quand j'ai créé ma société, que ce soit Marjorie, j'ai travaillé Hmm. sur tous les pays du monde. Et puis, moi, je me déplace pour aller voir ce qui se passe sur place. Macron et tous ces minets qui l'entourent n'ont jamais quitté Paris. Hmm. Voilà, ils ne connaissent pas le monde, alors Hmm. que vous Oui, aussi, vous le connaissez. Donc voilà, vous êtes oui. allé dans tous les pays de crise. Mais voilà, mais Hmm. on est face, que je ne peux pas vous dire. Moi, par moment, il me fait pitié. Par moment, il me fait pitié. Si tu n'es pas président de la République, j'irai le voir. Je dirais, mon gamin, là, écoute, arrête, Hmm. euh, retourne chez Rothschild, mais ne viens pas diriger la France, quoi. Alors justement sur son projet, parce que c'est quand même lié à la paix, on sent bien qu'il y a, il dit voilà, ça serait des forces d'interposition et comme vous l'avez signalé, comme nous sommes partie du commandement intégré, de l'OTAN, et les Russes le percevraient comme une attaque, alors il joue, un peu il manie le chaud et le froid puisque d'un côté, il parle de paix et après il dit: «La Russie n'a aucun pouvoir, pour nous empêcher d'envoyer des troupes aider l'Ukraine». C'est quand même Oui, un mais l'Ukraine n'en veut pas. mmh, Aujourd'hui, comment le cessez-le-feu, s'il a lieu sur le terrain, va être contrôlé par les satellites américains? mmh, Et l'Ukraine a accepté cela. Il ne faut pas oublier, alors si on met des troupes en Pologne, etc., dans les pays de l'OTAN, mmh. je veux bien qu'ils soient des troupes de réaction rapide. Mais aujourd'hui, il On faut en a quand même déjà en savoir, Roumanie, hein. oui, Mmh, oui, il mmh, faut savoir que les Américains ont 100 satellites stationnaires. mmh, Ils voient tout ce qui se passe avec une précision inférieure au mètre. mmh, Donc, ils sont capables de voir tout ce qui se passe le long d'un front de 1000 km. Donc, si vous voulez, on ne contrôle pas un front de 1000 km avec des hommes. C'est incapable. On est mmh, incapable de faire ça. Il faudrait mmh, mettre des armées que l'on n'a pas. mmh, Donc, les Américains seront en mesure de dire à tout moment s'il y a une concentration de troupes russes à tel endroit, tel endroit, parce qu'ils veulent partir vers Odessa, ils veulent aller oui, vers Kiev, etc. Donc, c'est les Américains qui feront le warning. mmh. Bah, c'est intéressant justement et ça me permet de revenir sur la première question, enfin sur la question des négociations puisque on l'a évoqué, évidemment, empêcher que les Russes cessent de s'attaquer au système électrique ukrainien, c'est une petite chose par rapport aux activités, qui se déroulent sur le front actuellement. Vous voyez ces négociations aboutir? Parce qu'on a quand même aussi l'impression que plus les choses tardent et plus la situation tend au niveau, du manque d'hommes que, même en termes d'armement, si les Américains se désengagent. Je rappelle que les Américains ont fourni 70 milliards de dollars d'aide
militaire stricto sensu, donc c'est militaire. plus que n'importe quel, que tous les alliés de l'Ukraine réunis, et que s'ils se désengagent, eh bien, il y aura moins d'armes pour les Ukrainiens qui n'ont pratiquement plus d'hommes. Donc la situation sur le front, on a expliqué Koursk déjà, mais à Pokrovsk, Toretsk et même un peu au nord du côté de Kupiansk, elle devient critique. Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement et est-ce que finalement, si c'est pour parler s'éternise, eh bien l'Ukraine ne risquait-elle pas de perdre encore plus? Alors, certainement, mais on va aboutir à une deuxième étape de ces négociations qui est en pointillé dans l'accord. La prochaine étape que Poutine va donner à Trump pour calmer un peu le jeu et montrer que ça avance, c'est un cessez-le-feu complet en mer Noire. Oui. Il ne faut pas oublier. Et donc, on l'a dit, négociation immédiate dans le communiqué de Trump, négociation immédiate sur la mer Noire et le Moyen-Orient. Et on voit bien le Moyen-Orient, la pression que Trump va mettre, c'est sur l'Iran. Évidemment. Mais... Donc, Poutine, probablement, je ne sais pas, dans un mois et demi, je ne sais pas quand, il va y avoir une autre ronde de négociation et on va aboutir à un cessez-le-feu sur mer. Il restera la dernière étape qui sera le cessez-le-feu sur terre. Voilà. Et donc là, la discussion qui se passe et qui avait été déjà, quand on regarde les gens autour de Trump qui avaient dit, il y a deux options, y compris dans Foreign Affairs, il y a deux options. Il y a l'option du gel sur le front actuel, qui est en gros 85 à 85% des oblasts qui ont été annexés par la Russie. Et il y a le gel sur les limites administratives de ces 4 oblasts. Voilà. Donc, pour l'instant, Poutine veut le gel sur les 4 limites administratives des 4 oblasts. Qui ne contrôle pas complètement, à part Lugansk, les 3 autres ne sont pas contrôlés. Un tiers de Donetsk est du côté ukrainien, la moitié de Zaporijjia est du côté ukrainien et la moitié de Kherson aussi, pour les 3 autres oblasts. Donc ça fait encore beaucoup de territoire. Je laisse tomber ce qui est au-delà du Dniepr. Oui. Je parle de la partie de Kherson qui est en dessous, au sud. Qui est à l'est du Dniepr. Parce que je pense que la partie de Kherson, si vous voulez, Trump ne veut pas aller jusqu'à Odessa. Il faut quand même bien le savoir. Ne veut pas. Alors, vous dites Poutine plutôt. Il est à la Douma des extrémistes qui veulent y aller, en disant Odessa a été créé par la Russie, etc. etc. Mais, je quand même le dis, des militaires russes comme les militaires français qui sont sérieux, entre Zaporijjia et la Transnistrie, ce sont des grandes plaines, et il y a 400 km. C'est-à-dire que s'il pouvait aller au-dessus de ça si le front ukrainien s'effondrait, après, pour défendre ce front d'ouest en est ou d'est en ouest, il faut mettre 3 armées en permanence. Et donc, il doit mobiliser. Et Trump et Poutine n'a jamais voulu mobiliser. Quand vous allez à Moscou ou ailleurs, les gens vivent normalement. Alors, avec quelques problèmes liés, si vous voulez, aux emprunts, mais liés au taux d'intérêt qui est très haut, mais en même temps, parallèlement, les salaires augmentent très vite. Donc, ça ne se sent pas chez les gens et en Russie. Non, on ne sent pas la guerre. Voilà. Non, ce n'est pas la guerre. Donc, il a très bien compris. Il fait cette guerre avec une armée de métier. Et à la différence de l'Ukraine. Voilà. Et donc, lui, il peut durer. Et donc, voilà, moi, je pense, si vous voulez, que alors que Trump a besoin de cet accord, parce qu'il a besoin de cet accord pour Israël, il a besoin de cet accord pour la Chine, et pour, voilà, parce que c'est son plan, c'est sa vision globale, la vision globale des gens qui ont, et notamment tout ce qui a trait à l'islam radical, tout le travail qui est fait aux frontières, etc., des États-Unis actuellement est très lié au 9/11. Il faut quand même se rappeler le traumatisme que ça a été. Moi, j'ai lu les 450 pages du rapport, si vous voulez, c'est un truc. Ils sont rentrés de partout et ils n'ont pas été vus aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on ne vous demande jamais votre pièce d'identité. Une fois que vous êtes rentré, on ne vous demande jamais la pièce d'identité. D'ailleurs, même pour voter, vous ne vérifiez pas, on ne vérifie pas l'identité. C'est vrai. Donc, si vous voulez, c'est une grande différence. Donc,
il veut bloquer les frontières et Mmh, il veut liquider l'islam radical. mmh, Voilà, et donc il a besoin mmh, de l'aide de Poutine, qui lui aussi, avec ses 7 républiques autonomes islamiques, mmh, peut l'aider à cela. bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a Mmh, critiqué Biden. Biden, il a fait la guerre des années 80, mmh, alors qu'aujourd'hui, les défis mmh. auxquels sont confrontés les États-Unis sont mondiaux et différents. Bien sûr. Alors, juste un petit mot, sur l'Iran encore. Vous pensez que Vladimir Poutine a, par exemple, pourrait avoir dans sa main, dans le cadre d'un accord global incluant l'Ukraine, si l'Iran en fait partie et si les règlements, au Moyen-Orient aussi, d'obtenir un règlement global finalement ou une entente globale sur ces sujets-là. Est-ce que, Vladimir Poutine pourrait, faire en sorte que l'Iran, n'obtiennent pas la bombe atomique, par exemple, en échange, on va dire, d'une sorte de statu quo autour de l'Iran, Alors, qui est régulièrement alors, menacé par Trump et les Israéliens. alors, certainement, en tout cas, il a certainement des renseignements supérieurs aux Américains, peut-être pas des Israéliens, sur le programme nucléaire iranien, Non, mais puisque l'enrichissement, on est à plus de 60% d'enrichissement oui, d'uranium. on est à Euh, 70, il faut 90%. il faut Ouais. 90%, mais on n'est pas très loin. C'est une affaire de 6 mois, un Non, an, là, ah non, hein. mais je suis totalement d'accord avec vous. Mm, Simplement, ce que je dis, c'est que Poutine a un accord nucléaire sur le nucléaire civil très important avec mm, l'Iran. mm. Donc, automatiquement, si Il on faut- connaît les Russes, mm, ils ont des gens qui les renseignent. sûr. Donc, s'il partage ses renseignements avec les renseignements qu'ont également les Israéliens, il faut savoir quand même que l'Iran, c'est 60% de chiites. Et puis en dehors de ça, il y a des communautés très différentes de sunnites, de Kurdes, Arménien, d'Arméniens. Moi, quand je suis allé à Ispahan. encore il n'y a pas si longtemps en Iran, il y a une vingtaine d'églises, Oui, bien sûr. si vous voulez, qui sont ouvertes, et je suis allé à la messe à une église arménienne. Oui, bien sûr. Donc, Moi et aussi. j'ai rencontré un Arménien qui m'a dit, il y a un colonel arménien qui fait Ouais, partie de bien sûr. l'armée iranienne. Ouais, c'est Donc, très similaire. euh, voilà, donc c'est évident que aujourd'hui l'Iran a beaucoup aidé la Russie dans l'Ukraine, mais si Mm, et dans la négociation, quand il parle de négociation dans le Moyen-Orient, mm, c'est évident qu'il va négocier avec Poutine. Donc la négociation est beaucoup plus globale, et ça personne ne le perçoit en France, que la négociation stricte de l'Ukraine, mm, parce que Poutine a trois cartes au jeu, dans le jeu. Il a l'Ukraine, il a l'Iran et il a les BRICS et la primauté du dollar. mm. Voilà, Poutine a beaucoup plus de cartes dans les mains que Trump et il va, je suis persuadé, ça prendra le temps qu'il va, mais il va aboutir. Mm, Il va aboutir d'ailleurs, je pense, très récemment à la reconnaissance de la Crimée, mm, qui va être peut-être lié à un autre cessez-le-feu ou à quelque chose. Voilà. mm. Donc, et ça va se faire par étapes. On va faire avaler le saucisson en rondelles à l'Ukraine et à l'Europe. C'est évident. Ça va mettre du temps. Mais ça va être, et pendant ce temps-là, les Russes avancent et les Américains distillent les renseignements ou ne donnent pas tous les renseignements. Il faut quand même savoir que la CIA, tout au long du front, a une douzaine de bunkers Ouais. et que et Trump a fait arrêter d'ailleurs, c'est sorti dans le New York Times. Le New York Times avait complètement Remarquable enquête. euh, Ouais. divulgué Mm, cela, mm, comment ça se démontait. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils seront aveugles tactiquement. mm. Bien sûr. Ils seront complètement aveugles. Mm, Et voilà. Et actuellement, ils sont complètement aveugles, mm. puisque Trump a donné à la CIA l'ordre de ne plus partager les renseignements stratégiques. Alors là, maintenant, ils ont récupéré le renseignement, mais pendant effectivement une semaine, ils n'ont plus Oui, de renseignement. Vous avez raison. Ouais. voilà, D'ailleurs, voilà. ça a eu des conséquences sur. Si vous voulez, Trump a les cartes pour faire Ouais, plier ouais, Zelensky. Et ouais. puis, d'ailleurs, regardez le secrétaire général de l'OTAN, qui était le plus va-t-en-guerre avec Macron. Ah oui, Il a changé, il a dit qu'il faut aller vers la paix maintenant. je crois Donc, qu'il si vous essaie voulez, de garder son tout ça, travail, son job. oui, tout ça va se,
tout ça va se mettre en place petit à petit, mais ça demande du temps. Alors, deux dernières questions parce que le temps presse. Vous êtes rendu en Israël récemment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez vu? Parce que je crois que vous avez fait une visite assez longue de ce pays. Et qu'est-ce que, voilà, que vous ont dit les Israéliens? Qu'est-ce que vous avez pensé Alors, de bon, leur état d'esprit on a aujourd'hui? été reçus, alors il n'y avait pas que moi, hein, on était reçus euh, au plus haut niveau de Tsahal. Hein, donc, alors, euh, la première chose, si vous voulez, qui est pour un vieux soldat comme moi, c'est de se rencontrer la jeunesse et l'inexpérience, si on peut dire en dehors de l'aviation et de la marine, de Mm, l'armée israélienne. Bon, ce sont des gens, l'armée israélienne est une armée d'appelés. mm, Hein, il ne faut pas oublier 20 000 officiers. Il n'y a pas de corps de sous-officiers dans l'armée de terre. Les jeunes font 3 ans de service militaire, 2 ans pour les femmes, et ils deviennent sous-officiers. Donc la première chose, c'est que vous êtes étonné de voir ces gamins, quoi, si vous voulez, quand ils vous font une démonstration de la façon dont ils abordent une maison ou un truc comme ça. Moi, il y avait un général américain qui est de Navy SEALs, on était là, on se fermait les yeux. Moi, je suis instructeur commando, on se fermait les yeux en disant, c'est pas possible. Écoutez, on aurait eu 50 ans de moins, on restait sur place. mm. Donc, c'est tout à fait clair. Donc, c'est une armée d'appelés. Bon, c'est une armée qui vit chez elle, l'armée de terre. Je ne parle pas de l'aviation et de la marine, hein, qui est beaucoup plus professionnalisée. Là, donc, les jeunes, pour pouvoir, l'armée de terre est capable de sortir de ses casernes au bout de 2 heures Mm. et de monter en puissance en 4 heures. Le 7 octobre, ce que j'ai bien compris, c'est que, alors, en plus, ils ont un problème d'effectifs considérable parce qu'ils ont 7 fronts et ils ont une armée de 160 000 hommes. C'est pour ça qu'à Gaza, parce qu'il y a eu des erreurs politiques, évidemment, mais militaires aussi, sur les 55 km de Gaza, Mm. ils n'avaient qu'une barrière surveillée électroniquement Mhm. et ils n'avaient qu'un bataillon et 10 chars Mm. pour surveiller cela. Donc, tout ce qui s'est passé, en gros, en prise d'otages, etc., s'est passé dans les 2 premières heures, alors que l'armée de terre, qui n'avait pas été mise en alerte, euh, était en train de rejoindre les casernes et de se préparer. Voilà. Fête Donc ça, religieuse c'est aussi, hein. Faut pas l'oublier. comment. C'était une fête religieuse aussi. C'est Oui, en plus, la fête de Choukot, donc voilà, en ah, plus, c'est une fête religieuse. Alors tout ça, le monde est si vous voulez, démobilisé. c'est le premier élément. Une armée de terre, vous voyez par exemple le fait de manque de sous-officiers, des officiers passent en tête. Mm. Alors, vous devenez officier, je vais vous donner un exemple, vous êtes repéré durant votre service militaire pour votre leadership et on vous propose de devenir officier. Et donc, au bout de 3 ans, vous engagez pour 5 ans et vous passez 6 mois dans une école d'officier. En France, c'est 4 ans. Mm. 3 ans à Saint-Cyr, 1 an en école d'application avant de commander un platoon, une section. Vous voyez, là-bas, 6 mois. Donc, il y a un manque, quoi, mon impression. Il y a une, un engagement exceptionnel, Mhm. mais un manque d'expérience. Ça, c'est le premier truc. Alors, autre élément, si vous voulez, c'est les 7 fronts. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont, pour eux, ils ont le front de Cisjordanie, parce qu'en Cisjordanie, il y a un maintien de l'ordre important. Mm. Ils ont le front du Hezbollah, Mhm. ils ont le front du Liban, Mm. ils ont le front de la Syrie maintenant, Mm. beaucoup plus encore que du temps de D'abord. Hassan. Ils Mm. ont, ils ont le front de l'Iran et ils ont le front des Houthis. Mm. Il ne faut pas oublier. Donc, si Mm. vous voulez, d'ailleurs, on a bien vu Trump qui veut les aider à commencer à matraquer les Houthis, hein, donc, au Mm. nom de la liberté de navigation. Voilà, donc c'est un pays qui vit, alors, dans l'armée, a le nez sur le bidon. Mm. Voilà. Et en même temps, quand vous baladez à Tel Aviv ou à Jérusalem, les gens vivent normalement et contrairement à ce qu'on nous montre toujours, ici, il y a peu de gens armés visiblement. Alors, beaucoup ont dans leur ceinture un Mm. pistolet, mais vous ne voyez pas tous ces gens qu'on vous montre souvent, les jeunes avec des armes un peu partout. C'est pas, ils Pas le ils cas. essaient de vivre normalement
Et ils ne d'accord. peuvent pas aller plus. Et chaque fois qu'ils mobilisent, Mmh. par exemple, ils ont mobilisé juste après le 7-9 pour monter à 600 000 personnes, ça arrête l'économie. Mmh. Donc, c'est un pays qui a un problème d'effectifs à gérer. Ils sont 9 millions. C'est considérable compte tenu de la menace qui pèse sur eux. Voilà. Mmh. Bon, je suis revenu avec ça. J'avais pas. Chaque fois que vous avez un briefing avec un général, etc., il vous parle de ces problèmes d'effectifs. Mmh. Non, c'est Voilà. intéressant, non. C'est intéressant parce que cet aspect-là, on n'est pas tout à fait au fait de ça. Quand on entend parler de l'armée israélienne, on est plutôt dans l'idée de se dire, mais jusqu'où ça va aller? Vous avez évoqué la Syrie avec le sud qui est partiellement occupé par Israël, la protection réclamée par les Druzes, des accords peut-être aussi avec les Kurdes au nord-est. Donc il y a une sorte de déploiement tentaculaire d'Israël dont on a l'impression, mais qui en même temps montre une certaine fragilité parce qu'ils n'ont pas tout l'effectif pour contrôler ces pays. On Ah, mais sent bien voilà, que là, avec les appelés qui font leur service et leurs 20 000 officiers, ils sont, c'est insuffisant pour. Alors, c'est suffisant mm, s'il n'y a pas une attaque coordonnée comme celle du 7 octobre, s'ils peuvent la déceler avant. mm, Mais autrement, ils ont besoin de mobiliser. Quand ils mobilisent et qu'ils maintiennent une mobilisation, c'est l'économie qui s'arrête. mm, bien sûr. Donc, Mm, voilà, donc ils ont. Moi, je suis revenu avec ça, je n'avais absolument pas perçu ça. mm. Si vous Mais voulez, c'est le. ouais. C'est très intéressant de nous faire part de ça. Je suis sûr que nos auditeurs seront intéressés. J'avais une dernière question sur l'Europe, avant de vous laisser. L'Europe, en fait, dont on a l'impression, alors les termes sont souvent un peu peut-être excessifs, que l'Europe pourrait sortir de l'histoire face à ces négociations et cette tectonique des plaques qui a bougé, on va dire, avec l'Ukraine et l'arrivée de Trump. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore prendre notre destin en main quand on sait qu'on est tiraillé entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, même l'Italie? En fait, l'Allemagne a décidé de réarmer, la France, elle veut envoyer des troupes, l'Allemagne dit non, l'Italie dit non, la Pologne, bon, on sent qu'elle veut faire partie de cet ensemble aussi, mais elle a réclamé le parapluie nucléaire américain. Donc, elle est très attachée avec les donc, comment l'Europe peut-elle prendre en main son destin? Et est-ce que finalement, il ne faut pas changer de logiciel et finalement, le modèle de l'Union européenne n'est peut-être pas le bon pour l'avenir? Alors, moi, j'ai écrit ça depuis longtemps là-dessus. Si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir de défense commune si vous n'avez pas une infrastructure de défense Oui. indépendante. Mm. Voilà. Aujourd'hui, les Américains veulent empêcher nos mirages d'être vendus, etc. On a des pièces américaines dans nos mirages. Alors, je crois qu'on est en train d'essayer de traiter ce problème. Mm. Mais si vous voulez, on est l'industrie d'armement qui est la plus indépendante. Donc, si vous n'avez pas de, euh, d'industrie de défense indépendante, vous ne pouvez pas créer une armée indépendante. Mm. Donc aujourd'hui, pour tous nos partenaires, quels qu'ils soient, la protection, et qui n'ont pas l'arme nucléaire, je répète encore, y compris les Anglais qui n'ont pas l'arme nucléaire. Hein. Donc, Mm. si vous voulez, quand Vance a dit ça risque d'être le premier État islamique avec l'arme nucléaire, il s'est trompé un peu. C'est le Pakistan qui est le premier État islamique avec l'arme nucléaire. C'est vrai. Les Anglais ne peuvent pas utiliser leur arme nucléaire sans Sans l'accord des la double Américains, clé américaine. bien Sans la sûr. double clé américaine. Bien sûr. Donc, voilà, donc non, on n'est pas capable de créer une armée européenne. Et donc, si vous voulez, la première chose qu'il faudrait, c'est un président de la République européen élu au suffrage universel. Dire que la dissuasion française va Mm. couvrir l'espace européen, c'est encore c'est de la com, si vous voulez. Le problème de notre président, c'est qu'il prend ses désirs pour des réalités. Malheureusement, les relations internationales, les rapports de force, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sera le mot de la fin, Jean-Bernard Pinatel. Merci infiniment pour vos éclairages, votre expérience aussi. Ça, c'est très appréciable. J'espère que cet entretien vous a plu, chers auditeurs, et que vous reviendrez donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très, très bientôt. À bientôt. Au revoir.